Pendant ce cessez-le-feu qui a été établi, l'ensemble de la résistance palestinienne, y compris le Hamas, ainsi que toutes les autres factions, a annoncé la création de son propre comité pour la mise en place d'une administration indépendante de la bande de Gaza. Lorsque j'observe cette évolution et que je vois ensuite comment les États-Unis et Israël parlent de l'avenir de ce qui va se passer ici, il semble y avoir de profondes divergences. Nous assistons à des violations continues et bien sûr, au fait qu'Israël ne renonce pas à sa trajectoire globale vers un grand Israël. Je considère cette évolution comme une victoire limitée, voire même une défaite pour Israël, dans la mesure où les factions de la résistance palestinienne cherchent toujours à exercer une administration politique sur Gaza et peut-être sur la Palestine dans son ensemble. Il y a plusieurs points que tu soulèves qui sont importants. Mais je dirais que le premier, l'élément le plus important dans tout cela, c'est vraiment le point de vue en Israël. Dans le sens où pour eux, ils se moquent complètement des Palestiniens là-bas ou de ce qu'ils font, tant que tu sais le Hamas est éliminé. Mais ce qui est important, c'est que c'était pas un accord du Hamas. C'était un accord complet avec les 14 mouvements de résistance de Gaza, qui étaient tous d'accord sur le cessez-le-feu et ses conditions, et également sur le refus de voir, si l'on peut dire, un gouvernement technocratique non palestinien leur être imposé. Ils veulent, et c'est un aspect vraiment intéressant qui en est ressorti, ils veulent avoir la souveraineté. Ils ne veulent pas que ce soit purement technocratique, car ils souhaitent qu'il y ait une forme de souveraineté, une souveraineté palestinienne. Cela remonte à tout le mouvement des non-alignés. Ce que le Hamas a dit au fil des années, je sais que les gens ne l'acceptent pas facilement, c'est qu'il se considère davantage comme un mouvement de libération nationale, et pas seulement comme un mouvement islamique, ainsi que comme un mouvement anticolonial. Et cela est donc profondément enraciné. Je veux dire, il faudra des compromis, bien sûr, car il y aura tous ces Turcs, ces Qataris et ces Émiratis qui interviendront, essayant de rendre le tout aussi technocratique et aussi anti-Hamas que possible. Mais vous savez, Gaza, je la connais assez bien. Je veux dire, c'est constitutionnellement le Hamas, c'est la résistance. Il y a quelques autres éléments de ce genre, comme par exemple les Dakmouches et d'autres, mais ceux-là ressemblaient davantage à des bandes criminelles qu'à quoi que ce soit ayant une légitimité auprès du public. Et regardez ce qui se passe en Cisjordanie. Les Israéliens disent que le problème, c'est que la Cisjordanie est en train de devenir le Hamas. Que va-t-on faire à ce sujet? D'autant plus que les colons semblent complètement hors de contrôle. Ils coupent des oliviers, frappent des Palestiniens, incendient leurs véhicules, les chassent de leurs terres. 1000 oliviers ont été abattus depuis le début, depuis le 7 octobre. Comment les Israéliens perçoivent-ils cela? Nous avons Netanyahou qui dit qu'il ne le fera pas. Enfin, il semble que, concernant la Turquie, je sais que l'administration Trump avait cette idée selon laquelle un ensemble de pays de la région prendrait les choses en main, la Turquie étant l'un d'eux. Et Israël semble déjà torpiller toute idée que quiconque d'autre qu'elle-même soit impliqué dans ce qui se passera ensuite à Gaza. Voyez-vous une possibilité de confrontation ou de conflit entre les États-Unis et Israël à propos de cette partie de ce chapitre horrible et génocidaire de l'histoire palestinienne? Parce que jusqu'à présent, même avec le vote de la Knesset sur la Cisjordanie, malgré les propos virulents de J.D. Vance, je pense que la seule chose qu'ils n'ont pas faite lors de leur dernière visite en Israël, c'est d'embrasser le mur. Pas beaucoup d'opposition, juste des paroles. Je pense que c'est possible. Je veux dire, les Israéliens vont vraiment détester le fait qu'il y ait déjà des Turcs à Gaza. Évidemment, ils ont été autorisés à entrer par l'Égypte, mais il y a déjà des Turcs à Gaza.
Et cela provoque une vive consternation en Israël, car ils avaient dit que la dernière chose qu'ils voulaient, c'était d'avoir des Turcs dans cette force. Je pense que c'est un domaine où l'Amérique peut peut-être conserver un peu d'influence, en faisant venir les Turcs ou les forces turques. Vous savez, l'idée initiale était que ce seraient les Indonésiens. Mais bien sûr, les Indonésiens se sont immédiatement retirés et ne viendront pas. Et ce désaccord sur la composition de la force, cette force était censée être opérationnelle un mois après le cessez-le-feu. Ils sont encore très loin de s'entendre sur qui en fera partie, comment elle sera composée ou ce qu'elle fera pour le moment. Je ne suis pas sûr qu'ils parviendront un jour à un accord à ce sujet, sur ses fonctions ou sur sa composition, mais qui sait? L'autre point que je soulignerai, c'est que cela aura un impact sur la suite des événements. La popularité de Netanyahou a fortement augmenté dans les sondages. Cela peut surprendre les gens à l'extérieur d'Israël, car ils ont vu d'innombrables vidéos et reportages de manifestations contre lui. Mais lui et son parti sont assez confortablement en tête dans les sondages et il en est plutôt satisfait. Il va essayer, s'il le peut, de réorganiser le processus judiciaire de son procès de manière à ce qu'il disparaisse en quelque sorte. Il a réussi à placer un visage amical au sein du Shin Bet, le service de sécurité, qui jouera un rôle crucial, à la fois dans ses composantes et dans les conseils donnés à la révision judiciaire. Et puis, vous savez, il est plutôt tranquille jusqu'à l'année prochaine, 2026. Le plus tôt serait, je pense, le printemps 2026. Peut-être que ce sera plus tard. Mais je pense que les gens ne devraient pas se faire d'illusions. Ce qu'ils appellent l'extrême droite est désormais vraiment devenu la norme, et elle n'a absolument aucune intention de renoncer au pouvoir. Netanyahou mène une guerre d'usure contre l'État d'Israël et contre ses tentatives de le juger et, s'il est reconnu coupable, de l'envoyer en prison. Et il semble probablement qu'il soit en train de gagner ce combat aussi. En tout cas, il paraît très confiant à ce sujet, très satisfait de la situation. Tout ce qu'il a fallu alors, Alastair, c'était d'accepter le cessez-le-feu négocié par Trump. Est-ce cela qui explique ce changement? Je pense que le changement de popularité venait vraiment, vous savez, de ce qu'une personne a résumé, un Israélien l'a résumé en disant « Nous sommes en deuil, ne nous dérangez pas ». Je veux dire, pour eux, comme je l'ai dit, tout tournait autour des 20 ou 30 fois plus d'otages, qu'ils soient vivants ou non, ou même de leurs dépouilles. Toute l'attention en Israël est entièrement centrée sur le retour, même des corps. Les célébrations, le deuil, les discours, tout est axé là-dessus. Et le fait que tant de ces Palestiniens, sortis de prison, ces otages, étaient dans un état terrible, ne reçoit même pas la moindre mention dans ce processus. Donc en un sens, Netanyahou joue la carte du deuil, disant « Vous savez, nous sommes tous dans le souvenir », nous rappelant à quel point le 7 octobre a été horrible. Et vous savez, c'est notre devoir de faire en sorte que cela ne se reproduise jamais, au grand jamais. Et nous leur avons dit que nous en avions tué au moins 50 pour un, afin qu'ils comprennent. Je veux dire, ils considèrent cela, et je l'ai déjà dit, comme, vous savez, l'expression ancienne, tondre la pelouse. Eh bien, cela a été une grande tonte de la pelouse, à mon avis. Et maintenant, retour aux affaires comme d'habitude. Mais cela signifie quelque chose de plus profond. Et j'allais justement en parler, parce que cela veut dire qu'il n'y aura pas de règlement politique entre Israël et son environnement. Je ne pense pas que ce soit possible. Il y a quelques années, je travaillais avec des gens à l'époque pour essayer de voir s'il existait un langage qui pourrait rendre cela possible.
Pas pour dire pardon, car personne ne va vraiment dire pardon, mais pour reconnaître la douleur que l'autre camp a vécue. Un peu comme la vérité et la réconciliation en Afrique du Sud, même si ce n'est pas la même chose, mais simplement pour permettre aux Palestiniens de dire quelque chose qui reconnaissent qu'il y a eu des Israéliens tués et qui ont souffert. Et en même temps, pour les Israéliens, encore une fois, ils n'assumeraient jamais la responsabilité, mais pour dire qu'ils comprenaient. Et cela pourrait être le début de la politique. Mais lorsque vous êtes, comme c'est le cas maintenant, dans une situation où aucun des deux camps n'est capable de reconnaître l'histoire, la vision ou le sens de la direction de l'autre, si cela existe des deux côtés, alors il n'y aura pas de politique. On ne peut pas entamer un processus politique tant que tu sais, les deux parties ne peuvent pas dire « Écoute, je ne suis pas d'accord avec lui. Sa vision de l'histoire est totalement déformée. Je ne la reconnais même pas. C'est horrible. Et je ne partage pas non plus leur vision de l'avenir, mais j'accepte désormais que cela représente une position légitime de leur communauté. » Ce n'est que lorsque les deux parties parviennent à ce stade, et cela prend du temps, je pense, à accepter ce que l'autre a traversé, quel que soit le langage prudent qu'elles emploient ou la manière dont elles l'expriment, que cela peut contribuer à rendre une solution politique possible. Parce qu'on n'obtiendra pas une solution politique à deux États par des résolutions de l'ONU ou quoi que ce soit de ce genre. Cela n'arrivera pas. Ce n'est tout simplement pas possible. Il y a 800 000 colons, et ils sont vraiment cinglés. Je veux dire, ils sont plutôt, enfin, ce sont simplement des extrémistes violents, et ils ont tous été armés et formés par les FDI. Et vous savez, les Israéliens n'iront jamais. Il n'y a aucune possibilité qu'ils évacuent la Cisjordanie pour une solution à deux États. Et quelle puissance occidentale enverrait des troupes pour aller tuer des colons afin de créer un État palestinien? C'est là qu'on en est aujourd'hui. Et vous savez, tout ce discours pieux sur une solution à deux États, oui, il ignore cette réalité. Je veux dire, contrairement à ceux qui tiennent ces propos, je suis allé dans ces colonies et j'y ai parlé. Je sais à quoi elles ressemblent. Ils sont fous, vraiment fous. Et vous savez, retirer près d'1 million d'entre eux, cela n'arrivera tout simplement pas. La situation en Asie occidentale, bien sûr, est actuellement en pleine mutation. Et je sais que vous suivez de près les changements plus larges qui se produisent dans le monde. Peut-être pourriez-vous conclure en partageant votre point de vue sur la manière dont vous percevez l'évolution de la situation géopolitique et militaire mondiale, la situation politique mondiale, en train de se dessiner. Alors que nous traversons cette période de transition en Asie occidentale, avec le cessez-le-feu et les menaces constantes d'escalade grave à Gaza, au Liban, et Israël qui continue de frapper l'Iran, nous savons que cette guerre peut être mise de côté sur le plan rhétorique, pour ainsi dire, mais qu'elle reste bien présente en réalité. Je t'ai dit au début que nous étions dans une sorte de guerre de basse intensité, un conflit mondial. Et je pense que c'est ce que je dirais. Nous avons, à la fois de la part d'Israël et des États-Unis, surtout des États-Unis, une politique visant à dominer soit sur le plan rhétorique, financier ou militaire, sur de vastes zones. Prendre le contrôle des réserves de pétrole et de gaz du Moyen-Orient, prendre le contrôle du pétrole et du gaz du Venezuela, parce que l'Occident a désespérément besoin de garanties, ayant trop étendu son crédit. Il a injecté de la liquidité comme si de rien n'était. Et il n'a pas de garantie pour le soutenir. Il a besoin de garanties, et il doit réinitialiser le dollar. Tous les problèmes que nous observons sont intimement liés à la dette américaine et au problème du dollar. Les États-Unis veulent rétablir la primauté du dollar, sinon son hégémonie,
et souhaitent refonder la base financière du monde d'une manière qui leur permettrait de retrouver la position qu'ils occupaient lorsqu'ils étaient un État industriel. Et cela va être très perturbant et créer du désordre à l'échelle mondiale, désordre financier ou militaire, et pourrait même déclencher un conflit plus large, en particulier s'il y a une tentative d'attaque contre l'Iran. L'Iran, bien sûr. Derrière tout cela se cache également la perception américaine selon laquelle les BRICS représentent une menace fondamentale pour leur primauté économique et que l'Iran joue un rôle pivot dans ce processus. Mais une attaque contre l'Iran pour, si l'on veut, empêcher la Chine de profiter de ses ressources en pétrole et en gaz, une attaque contre l'Iran parce qu'il se trouve sur les corridors nord-sud et est-ouest, tout cela pourrait bien finir par déclencher de nombreux autres problèmes à travers l'Asie occidentale. Je veux dire des conflits et des guerres graves que nous ne pouvons pas prévoir et qui ne sont pas prévisibles à ce stade. Mais tout le monde s'y prépare. Tout le monde se prépare à la Grande Guerre. Oui, je sais que nous avons eu des nouvelles en provenance d'Iran, selon lesquelles ils se préparent. Et il est question de leur système de missiles qui serait toujours bien opérationnel. Et il y a eu ce développement curieux. Je ne sais pas si tu as vu. Benjamin Netanyahou disant à Vladimir Poutine qu'il ne veut pas de guerre pour le moment et lui demandant de transmettre ce message à l'Iran. Permettez-moi d'intervenir rapidement là-dessus, car je pense que le contexte manquait. On a un peu présenté la situation comme si Netanyahou assurait à Poutine qu'il ne voulait pas de guerre avec l'Iran. Ce n'était pas ça. Netanyahou était au téléphone avec Poutine pour lui dire « Ne donnez pas d'armes à l'Iran. Ne donnez pas d'armes à l'Iran. » Et bien sûr, il renforçait cet argument en disant « De toute façon, nous n'allons pas, vous savez, attaquer l'Iran. » Mais l'essentiel, c'est qu'il exerçait une forte pression sur la Russie pour qu'elle ne fournisse pas de défense aérienne ni d'autres équipements à l'Iran. C'est ainsi que je le comprends. Is my understanding.